Alors, deuxième partie de cette vidéo où on va attaquer maintenant les parties les plus intéressantes, c'est-à-dire les doctrines, les stratagèmes, le psy, les reliques, et on va vous donner quelques archétypes de listes pour voir qu'est-ce que nous on a vu, quelle liste on pourrait monter qui pourrait être intéressante à jouer. On va pas vous donner les trucs au point près, mais c'est plutôt le concept. Après, à vous d'aller chercher les micros ajustements et puis en fonction de vos L'adapter à figues, votre style de jeu. voilà, l'adapter au style de jeu, au méta, à ses figues. Donc voilà. Tiens, j'ai pas noté tout à l'heure dans la présentation que, comme on peut le voir en haut à gauche de la vidéo, on voit tes figues que tu as superbement peint. On va même pas dire combien tu as de points, mais là on a mis quelques-unes de tes figues, un peu de tous, on voit un peu tout ce que tu as, qui est en full peint. En plus, c'est très appréciable parce que bon, tout le monde, on savoura que quand nous on joue dans notre groupe de joueurs, tout le monde n'a pas des figurines peintes tout le temps. Moi le premier. Alors j'essaie d'en avoir de plus en plus. Donc moi on voit mes figurines, c'est les vertes, là, les 4 vertes, avec un Taurox converti que j'ai acheté sur eBay, c'est pas ma conversion. Je vous montrerai un peu plus en détail peut-être tout à l'heure. J'ai mon Pasque, une Viverne convertie, mon Banblade évidemment. Et donc bah, après toi tu as ton Banblade, un Taurox, Un un peu de petit peu tout de quoi. tout, là. Voilà, on repart ça. Sinon, je vais les montrer en détail. Au-dessus de 300 figurines d'infanterie de peinturées, puis une cinquantaine de véhicules. Donc, ouais, ça fait du monde. Voilà. On va montrer ta cavalerie, tes superbes cavaleries d'escorte. C'est pas évident parce que ça lag un peu sur la webcam. Voilà. Donc, C'est toujours le fun de faire un schéma avec une thématique forte. ouais. Hop, voilà, on va mettre ça à peu près comme ça. Ça devrait aller. Voilà. Euh, euh, c'est, ouais, franchement, c'est vraiment appréciable de pouvoir jouer contre des armées full peintes comme ça. Et tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. En plus, il a fallu en plus, elles sont bien peintes, tout est homogène. Beaucoup, Vraiment. ouais, je passe beaucoup de temps à faire des schémas qui restent collés les uns aux autres. Voilà. Moi, pour ce qui est de mes figurines avec mes conversions, je vais faire une vidéo spéciale avec justement toutes mes conversions, pas celle-là. Enfin, il y aura celle-là, mais j'en aurai d'autres. Et je détaillerai un petit peu comment elles ont été faites, pourquoi je les montrerai plus en détail. Et puis certaines, comme mon Bad Blade, on peut le retrouver sur mon site lacageotroll.com. Donc, on va attaquer sur les doctrines. Alors, je vais parler d'abord, moi, pour vous une fois, je vais commencer par moi. Je vais parler des doctrines que moi que j'ai remarqué, je vais peut-être pas tous les faire, mais moi ce que j'ai noté dans certaines doctrines, je vais me dire ce que tu en penses. On va pas toutes les faire parce que c'est vrai qu'il y en a certaines qui sont nettement moins fortes, même si Ouais, elles peuvent faire la blague. Globalement, la première doctrine qui vient, dont tout le monde parle en ce moment, c'est vraiment la doctrine Katachan. pour des armées d'infanterie Katachan, d'avoir un Voilà. plus 1 de force, Ça, c'est bon. C'est des Marines. Bah, ça permet de faire une armée de close. Étonnamment, un des points faibles historiquement de la garde, c'était le close. Et là, bah, on n'est plus très ridicule au close, en sachant qu'avec les ajouts de prêtre de Straken, Ouais. on a vraiment des trucs qui envoient un bon paquet d'attaques, avec une bonne force, pas de PA, mais qui envoient vraiment, qui peuvent vraiment tenir la distance contre des gros packs de hordes, style orc. Bon, faut taper en premier contre les orques. C'est du monde aussi que tu veux pas nécessairement charger à cause des différents petits stratagèmes Voilà, qu'il a. les stratagèmes, le petit lance-flamme que tu vas mettre dans la squad, des petites choses quoi, puis même ne serait-ce que le nombre de tirs de fusil laser. Mais bon, au bout d'un moment, tu es obligé d'y aller. Ouais. Donc tu vas y aller, mais bon, l'avantage c'est que
tu vas, pour une fois, avec de la garde, tu vas pouvoir avancer et pas avoir peur des closes. Donc c'est vraiment plutôt bon. Après, il faut aimer ça. Est-ce que tout le monde est prêt à jouer sa garde en close? Je sais pas. C'est un peu spécial. Parce que tout le monde a justement la garde étant une unité de tir, enfin un codex de tir. Les gens qui ont choisi la garde, ils doivent aimer beaucoup le tir normalement. Donc aller se transformer en Gen Stealer pour aller faire de l'assaut, c'est un peu spécial. Mais... Ça rend les conscrits bons, en tout cas. Ça, on peut pas se le cacher. Ouais. Les conscrits à 4 de force, ça. Oui. Enfin, bon, ça reste une sauvegarde de t-shirt. Hein, et ils vont toucher sur 5+. Ça... à 3 points du gars, force 4. 3 points du gars, c'est vachement rentable. C'est surtout que comme ils viennent par 30, ils peuvent envoyer un nombre de pains assez incroyable. Ouais. C'est Lord Katachan. Non, c'est Lord Katachan qui leur permet de... Non, c'est Stryken qui leur donne un attaque supplémentaire. Non, c'est le prêtre qui te donne l'attaque. Stryken, il te donne... le prêtre donne un +1 à l'attaque. Oui, +1 attaque. Ouais, c'est Stryken qui donne... en dedans de 6 pouces à tout le monde une attaque supplémentaire. Donc, ça rend... Ouais, ça les rend un peu piquants, disons. Ouais. En tout cas, avec les deux, tu as plus une attaque, plus un pour toucher, plus des ordres qui peuvent follow. Ouais, comme je te disais. Acier, courage de fer. Acier et courage de fer. Plus un attaque à toutes les unités Katachan à 6 pouces. Ouais, mais du coup, belle combo. Là, on peut vraiment faire de la combo entre Stryken, éventuel. Enfin, Stryken, un prêtre, ça commence à faire dur en face. Pour du marine de base, ça commence à devenir difficile, vraiment difficile. Quoi. Ils peuvent facilement monter à 4 attaques partout. Voilà. Donc ça peut vraiment dealer avec des orques, ça peut dealer avec du Termagant, machin. Bon, peut-être pas du Gen Stealer parce que les tyrannides risquent des déboulonneux, mais n'importe quoi. Gen Stealer, c'est 4 d'endu, donc tu blesses sur 4+. Hein, donc, ouais. Même les Gen Stealers doivent pas aimer, quoi. Après, ça dépend de l'ordre dans lequel on tape, mais l'avantage c'est que à 3 points du gars, on peut spammer des packs, donc, et on peut en sacrifier un pour que les autres derrière viennent finir de ramener ce qu'il faut. En tout cas, ça justifie le fait que la figurine ait les bras plus gros que la tête. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas que ça dans cette doctrine. C'est que ça va booster aussi. C'est parce que sur les tanks, on va pouvoir relancer les dés pour les armes qui ont un jet aléatoire. Ce qui va forcément rendre très bon les Hellhound Flammer, enfin tout ce qui est Heavy Flammer, c'est-à-dire les Hellhound ou les Sentinelles et Heavy Flammer. Là, la blague commence à être vraiment... là, on commence... Et ça reste fluff en plus. Oui. Très fluff, ça veut dire que autant... Quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ouais, ça veut dire que on va jouer du Katachan en full battle canon en fond de cours, ou du full mortier, bon, qui est déjà un peu plus... non, c'est sur les tanks uniquement. Ouais, sur les tanks. Pas du mortier, donc, mais je me suis dit, bon, on va voir du full battle canon en fond de cours, et on va dire, ouais, ça fait comme les corbeaux, là, Space Marine, qui font que... on va les toucher, qui font que leur bonus fait que tu vas jouer des heavy weapon squad au lieu de jouer des squads d'assaut, alors que dans le fluff ils vont faire de l'assaut, quoi. Ouais. Donc au début quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais bof, ça va faire quelque chose anti-fluff, et finalement je me dis que c'est vachement plus fort de spammer du Hellhound et de la Sentinelle en flammer où tu vas relancer tes jets de touche, et ça devient vachement plus violent. Surtout à l'Overwatch, bon, parce que l'Overwatch, tu te dis, bon, sur un malentendu, il va me faire une touche, sauf que là, t'es sûr que tu vas en prendre un bon paquet, quoi. C'est ça. En plus, les démolicheurs, dans le lore, les Katachan ont toujours adoré les armes qui peuvent leur péter la gueule de très proche. Ouais, ça c'est toujours mieux. Mais ça marche aussi avec tout ce qui est Banblade, Viverne ou Battle Cannon. Battle Cannon, j'ai déjà dit, mais par exemple, si tu prends un Banblade tout seul, bah, tu le prends en Katachan, hein, de toute façon. Bah oui.
Tu le fais suivre par un officier en arrière là, pour qu'il ait le bonus. Puis... Non, pas besoin. Vu qu'il a son propre détachement, leur devoir tout seul. Oui. Donc tu peux le prendre en Katashan tout seul. Donc je pense que mon Bad Blade, je le jouerai en full Katashan, ça tombe bien, il n'est pas en vert. Et les vivernes aussi, c'est bien marrant parce que sur 4d6, tu relances le petit 1 ou le petit 2 que tu as fait pour aller chercher quelques petites touches de plus. Ça en rajoute. Bah, je pense qu'on peut quasiment se dire que avec Talarn, qu'on va voir après, c'est une des meilleures doctrines. Ouais. Moi, j'ai noté la doctrine Vostroyon, que le monde de... On n'en parle pas assez, on n'en parle pas beaucoup, mais je pense qu'on risque d'en voir sur les tables, sur le fait que c'est typiquement la doctrine pour contrer la garde. Oui, c'est-à-dire, en match miroir, le 6 pouces que tu vas gratter sur toutes tes armes longues et moyenne portée, c'est-à-dire les canons laser qu'on tire à 52, ton Punisher qui va tirer à 30, tes Melta qui vont tirer à 42, bon, tout ça, les petits 6 pouces va faire que tu vas pouvoir te déployer hors de portée des armes lourdes de l'adversaire, et toi être en portée, donc tu vas pouvoir, quand l'autre il va être obligé de bouger pour venir te tirer dessus, en sachant que comme il touche sur du 4, le bouger il va sur du 5+, il te fera quasiment plus rien, alors que toi tu vas pouvoir l'avoiner sans bouger. Ça donne un tour de plus. Voilà, je pense que ça pourrait être, on pourrait en voir juste pour pouvoir jouer le contre garde impériale, vu que on va en voir pulluler sur les tables maintenant parce que c'est vraiment le codex le plus fort. Ouais. Justement, pour éviter le match miroir plate où celui qui gagne le jet de dés pour commencer à gagner. Ou alors avoir 2 matchs où les gens restent chacun de leur côté et on se tire avec les armes à longue distance, et puis on voit celui qui fait les meilleurs jets de dés ou les meilleures sauvegardes gagne. Ça pourrait être justement le fait, ça peut permettre de faire un match, de faire tourner le match miroir en sa faveur, en prenant une doctrine moins forte, mais qui te donne le petit avantage dont tu as besoin. C'est ça, plus adapté à affronter du garde. Ouais. Le seul problème que je lui trouve, que je vois, c'est que sur du Katashan ça va marcher, sur du Talarn ça va pas marcher, puisqu'il va te mettre toutes ces unités en attaque, comme on va le voir, en attaque de flanc, qui vont faire que tu pourras pas les cibler au premier tour. Et donc il aura, quoi qu'il arrive, sa phase de shooting, et il sera, quoi qu'il arrive, à portée. Donc, à voir comment le méta évolue, si le méta, si on reste sur du full Katashan, ou si vraiment on trouve beaucoup de Talarn. Personnellement, je trouve que le Talarn est adapté à affronter n'importe quel garde impérial. On en parlera plus tard, mais je pense que le Talarn risque pas rester comme ça très longtemps. Ça risque d'être nerfé pour ça. Donc peut-être commencer à s'habituer, à se dire, on risque peut-être pas tout de suite, mais dans un deuxième temps, quand le méta va évoluer suite à des mises à jour, le Vostroyen va peut-être revenir à la mode venir à la mode du fait qu'il apporte un bon contre à la garde. Ouais. Le Mordian, je voulais en parler du Mordian. Juste pour la blague, pour pouvoir descendre à 4+ d'Overwatch, je pense que ça a joué une fois dans sa vie, à jouer contre du tyrannide ou un truc qui vient de charger, et pour voir ton adversaire se décomposer alors que tu fais tes Overwatch sur du 4. Que tes gars tirent mieux en Overwatch qu'en tir régulier. En tir régulier, c'est absolument comique, mais rien que pour ça, il faut un petit stratagème, hein, mais rien que pour ça, je trouve ça tellement drôle que je pense qu'un jour il faudra jouer pour ça. C'est toujours drôle d'avoir 30 conscrits qui normalement touchent sur du 5, maintenant qu'il y a Overwatch sur du 4. Ouais, mais je pense que tu le feras pas sur des conscrits, mais bon, tu vas le faire sur des trucs plus rentables, mais ça risque d'être très drôle quand même. Le Cadian. Moi, le Cadian, je le trouve, il est très bon. On va dire, il va être juste en dessous les 2 autres. Il va être bon parce que tu vas pouvoir spammer des ordres, c'est-à-dire faire beaucoup de choses stratégiques, des mouvements, fallback et tir, etc. Mais je pense que là où il prend toute sa mesure, c'est sur les Heavy Weapon Squad. Oui. Il faut spammer du Heavy Weapon Squad, du mortier. Tu spammes du mortier. Ça remonte à la V5, sa doctrine de rouler les hommes. C'est ce qu'il y avait dans la V5 anciennement, c'était tireur émérite.
Donc, c'est resté fluff, mais en même temps, historiquement, Ouais. correct. Mais il faut que tu bouges pas. Donc ça marche, et ça marche que sur l'infanterie. Donc techniquement, c'est vraiment ça marche vraiment avec des heavy weapon squad. Donc c'est bon, mais Ouais. il faut monter sa liste en conséquence. Il reste le Tempestus, que du coup tu prends tes Sions, ce qui est déjà une des meilleures unités du jeu, en termes de rentabilité, en termes de tout ce qu'on veut, de versatilité, de souplesse stratégique, etc. Enfin bon, on peut lui trouver tous les qualificatifs qu'on veut, tourner dans tous les sens qu'on veut, en termes en plus avec le prix qui fait que tu peux les spammer, etc. Tu peux leur donner des ordres, pour rien, pour reroller les 1 ou d'autres ordres, voilà, pour un coût dérisoire. Et là, en plus, le fait de pouvoir, sur un 6+, qui vont pouvoir retirer un coup, ça fait que c'est encore un up de cette unité qui est déjà... déjà, le fusil laser Voilà. gradient est bon avec son... Oui, ça c'est la bonne blague. Le truc Force 3 AP-2, c'est un truc un peu débile. Je comprends pas qu'ils aient pu laisser passer ça. Quitte à faire Force 4 AP-1, ça aurait été... Bon, ça aurait été... quoi logique. qu'à Force 3, il blesse pas souvent. Ouais, mais bon, AP-2, ça veut dire que derrière, sur beaucoup de trucs, tu n'as plus beaucoup de sauvegarde. Et bon, c'est franchement... je trouve que c'est trop, -2. Ça fait fondre les En choses. plus, ils disent, dans le fleuve, c'est censé être des fusils laser qui tirent plus fort. Force 4, AP-1. Bon, ça aurait été mieux qu'un bolter. Là, Force 3, AP-2, le bolter qui a plus d'AP. Je trouve que il y a un peu un foirage quand même. Hein, mais c'est surtout que avec ce petit jet de dés en plus sur un 6+, tu relances un tir, et avec l'augmentation légère en prix du plasma, ça peut devenir intéressant de prendre tes sions fuseurs. Oui. Ben là, Mais de rien, ils sont au même prix. Ouais, et avec l'ordre reroll des 1, au final, l'avantage c'est que tu as déjà ta force 8 sans l'overcharge, donc tu risques pas de te cramer tes mecs. Tu as 2d6 pour blesser. Tu as le P4. AP-4 qui donne pas de sauvegarde. Les stratagèmes. Donc je vais te parler de ceux que moi j'ai relevés, à voir si toi il y en a d'autres que tu voulais parler. Un des meilleurs, qu'on va utiliser tout le temps, au même titre que le reroll de 1D, c'est le soigner de 1 point de vie. Pour un commande point, soigner 1 point de vie sur un tank, franchement. Ouais, bricolage. Ouais, que demander de mieux. C'est dès que ça te permet de remonter d'un palier souvent, qui va te permettre de tirer mieux. Puis c'est quand même un point de vie, enduit, 3 plus d'armure, quelque chose de dur à descendre. Donc l'adversaire va déjà avoir du mal à te le baisser si en plus tu lui remontes tous les tours, il va pas vraiment apprécier quoi. Le deuxième qui me plaît beaucoup, c'est le Tech Cover, qui va te donner plus 1 ta save, toujours sur tes tanks. Ouais. Sur un Bad Blade, alors encore plus, comme celui d'avant, hein, sur un Bad Blade, c'est encore plus rentable. C'est vraiment c'est ton tank qui passe à 2 plus d'armure, what else, quoi. Que demander de plus. Bon, je pense que ce genre de truc, on se prévoit son petit pool et on les dépense tous les jours. Enfin, tous les jours, à chaque tour, on les dépense parce que c'est vraiment de la dépense automatique à prévoir dans sa stratégie, parce que c'est tellement rentable et ça booste tellement nos tanks que c'est vraiment à prendre automatiquement. Le plus drôle, je pense, c'est l'Overwatch à la grenade. Pour un command point, plutôt que de watcher avec tes flashlights qui à part éclairer l'armure des autres, fera pas grand chose, tu peux overwatcher à la grenade, 1d6 par tête de pipe. Ça fait beaucoup de tirs. Ça peut faire assez vite beaucoup de tirs, et un bon gros pool de blessures, ça peut dissuader. Pour un command point, en plus, c'est franchement pas cher. Ça va vraiment ça peut vraiment valoir le coup de l'utiliser, de se le garder et de l'utiliser. Ouais. Le Defensive Gunner aussi,
Ça fait overwatcher sur 5 ou 6 pour un véhicule. Ouais. Pour un command point toujours, c'est franchement pas cher. On est dans une armée qu'on a déjà beaucoup, mais franchement pas cher. De l'Overwatch sur un Punisher ou sur un Bad Blade à 5-6, ça commence à être difficile à ça commence à être difficile à avaler quoi. Pour celui qui charge, on a vite fait de se faire remballer sa squad. Ouais, ça arrose. Surtout pour un command point, quoi. C'est pas deux, c'est pas trois, c'est un command point, ça coûte rien. On en a plein, autant les utiliser, quoi. Donc, un petit qui est vraiment pas mal aussi, le Go Recon Move pour le Scout Sentinelle. 2d6 pour 2d6 pouces de Scout Move pour un command point pour aller prendre la relique typiquement ou pour aller augmenter sa bulle anti-frappe en profondeur. C'est vraiment, c'est vraiment très bon. Quoi. Pas seulement, c'est à la force de mouvement, à la force de tir, excuse. Oui. N'importe quel tour. Donc, au milieu de la partie, un objectif à l'autre bout de la table. Les sentinelles ont rendu. Voilà. Ouais, c'est vraiment, tactiquement, c'est vraiment intéressant de se garder ça sous la main. On va vraiment pouvoir faire des belles choses avec. Donc, supérieure intelligence. Celui-là, pour un command point, on peut faire une espèce de côté as du pauvre qui va faire que on va pouvoir tirer en interception sur une unité qui qui va arriver en attaque en profondeur avec un petit -1 au toucher. C'est vraiment, ça booste encore la meilleure unité du jeu sur les Sions. C'est Omelta, une espèce d'Overwatch, enfin pas d'Overwatch, mais de tir gratuit sur tout ce qui arrive autour pour les déchausser avant qu'ils te tirent sur ton escouade. Ça donne encore du boost. Donc en plus, si on commence, on pose session en premier. Si on joue sur un match miroir, l'adversaire qui pose session derrière, il va être encore plus pénalisé. C'est très thématique de pirater les coms de l'adversaire, ça va ouvrir un peu. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment, un command point, un command point bien dépensé. Quoi. Je pense un bon investissement pour se prémunir de voilà, quoi. Un drop à côté de Vu qu'il touche sur 3+, même avec -1 à 4+, ça reste de quoi, suffisamment de quoi bien entamer une escouade qui tomberait à côté avant qu'il nous tire dessus. Donc c'est toujours ça de gagner. Je fais 2-3 goals dans le pire des pires. Celui d'après, Overlapping Field of Fire, c'est un stratagème cadien pour 2 commandes points qui va permettre de comboter surtout avec Pasque et des tanks commandeurs autour de lui. Je pense. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est que après, il s'est à dépenser après qu'on ait fait une blessure qu'on ait fait une blessure non sauvegardée. Et ça va permettre de donner +1 pour toucher à toutes les unités autour. Donc moi je pense que c'est très utile, surtout pour fiabiliser ces Hunter missiles, tous ces missiles trackers. Parce que souvent, comme c'est sur des châssis qui peuvent toucher des fois à 4+, des choses comme ça, l'avantage c'est qu'on ne prend pas ce qui touche à 2+, par exemple sur un avion où on va avoir -2 pour toucher. Donc ça va permettre de fiabiliser et rentabiliser encore plus ces missiles trackers et de pouvoir aider à descendre vraiment la grosse menace qui nous embête. Donc, ou alors, ce qu'on peut faire, c'est avec des tirs de canon laser, toutes ces petites squads de canon laser, on tire jusqu'à faire une blessure, et à partir du moment où on a fait une blessure, on envoie tous les missiles dessus, par exemple. Ça peut être une utilisation. Ou rentabiliser les armes lourdes après qu'ils s'est déplacé sur les véhicules. Voilà. Donc, le but, c'est d'arriver à se dire, bon, avec quoi je peux faire une blessure, une fois qu'on a fait la blessure, d'y aller à fond, de tout balancer dessus pour tuer la menace qui va nous poser problème. Donc 2 commandes points qui sont, à mon avis, facilement rentabilisables et vraiment intéressants à utiliser. Ouais. Le prochain, on est obligé d'en parler, hein, même si c'est un peu tout le monde en a déjà parlé en large et en travers, tout le monde le connaît. C'est le Embûche de Talarn. C'est vraiment le meilleur du codex, il n'y a pas à dire. Hein.
qui permet de rentrer 3 unités, 3 commandes points, donc 3 unités en attaque de flanc. Enfin, c'est-à-dire que à 7 pouces du bord maximum et à 9 pouces d'une unité de l'adversaire. Et donc rentrer 3 unités, ça fait 3 unités de 3 tanks, soit à peu près 100 points de vie en du 8, 3 plus d'armure. Et à voir comment ça va être faqué ou pas, mais savoir si on peut utiliser la grinding avance ou pas pour tirer 2 fois. Mais si on peut tirer 2 fois, ça fait quand même presque 500 tirs, force 5. Ouais, ça fait beaucoup de tirs. Ouais, ça fait de quoi nettoyer quand même une grosse partie. Et même si on ne peut pas utiliser la grinding avance, bon, on est à entre 200 et 300 tirs, ce qui fait ce qui permet de. Enfin, c'est vraiment hallucinant. En plus, ça permet de garder tous ces tanks commandeurs ou ces bandblades, parce que ça marche aussi avec des bandblades, donc c'est un peu n'importe quoi. Mais ça permet de les garder en dehors du terrain pour le premier tour et d'être sûr qu'ils ne vont pas se faire descendre si on n'a pas le premier tour. Donc, c'est vraiment tout bénef, quoi. Il n'y a vraiment pas de point faible à ce stratagème. Même, non. En plus de ça, ça permet de changer carrément le sens du combat. Ouais. Donc, tu peux vraiment aller. Ça te donne. Tu peux aller placer tes tanks où tu veux et là où tu en auras besoin, apporter la puissance là où tu en as besoin. Et en plus, en sachant que tu es sûr qu'ils vont se rendre. Quoi. Donc, ils vont se rendre et intouchés. Voilà. Par contre, moi je pense qu'il va être nerfé. Ils vont le changer en juste infanterie, ce qui serait plus logique, puisque il y a un autre, il y a une autre, il y a artefact. Ouais, il y a un artefact qui permet de rentrer une infanterie. Donc je pense qu'ils vont le nerfer en mettant infanterie parce que c'est ce qui serait plus logique. Parce que de toute façon, ça n'a pas de sens de rentrer 9 tanks ou 3 bandblades. Je pense que c'est le nerf le plus simple et je pense que ça va être fait comme ça. Donc si vous voulez l'utiliser, dépêchez-vous parce que ça risque de pas être pour très très longtemps. C'est le temps. Le dernier, ça serait Vicious Trap. C'est pour un commande point, ça permet de mettre un des 3 blessures mortelles quand on se fait charger sur un 4+. Un peu situationnel, il y a peu de chances que ça passe, mais ça peut être intéressant de le sortir quand on se fait charger par des gros tons avec qui on ne peut pas dealer, du style Drago, le Grand Master, Dread Knight, Gilliman, Célestine, enfin voilà, tous les gros trucs de close avec qui on ne pourra pas rien faire, et même si on tire dessus avec une 2+, ou une grosse invue, où on aura du mal à leur faire vraiment des dommages, ceux qui ont une grosse endurance, des choses comme ça. Donc leur passer quelques petites blessures mortelles pour les terminer au smite ou des choses comme ça, c'est vraiment un petit peu intéressant à faire de temps en temps. Des 3 blessures mortelles après un des 6 grenades. Ouais, toujours bon de mettre tout ça pour essayer de faire en sorte que au moins on les ait blessés suffisamment pour pouvoir les terminer après. De mon point de vue à moi, je n'avais une coupelle. Ils sont pas très performants, mais pour moi, je les aime bien. Bombardement préliminaire, que je trouve quand même bien. Comme je disais, pour un match miroir, ça peut toujours être intéressant d'infliger une blessure mortelle à gauche, à droite ou sur des. Ça se rentabilise sur une armée avec beaucoup de pauses, quoi. Pas une armée avec 3 pauses ou 4 pauses de transport, par exemple. 4 web serpents, tu vas mettre ta blessure sur le web serpent et encore qui peut être annulé. Donc, c'est intéressant s'il y a beaucoup de pauses pour blesser beaucoup de choses. C'est ça. Sinon, escouade consolidée. Toujours un bon choix de pouvoir compléter et raccorder ses cordons défensifs en face de ses chars d'assaut. Pour un commande point, ça se vaut. Oui, ça se vaut. Ça peut être toujours intéressant pour aller chercher un peu plus d'efficacité sur des ordres ou rechercher un peu pour éviter des unités qui vont dépoper trop facilement contre des petites unités de close ou des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Bon, on passe au psy. En gros, j'ai noté il y a 2 pouvoirs vraiment très intéressants. Le psychique barrière qui va donner +1 la sève pour une unité. Alors forcément utilisé sur un banded sur passe que tank commandeur. Parce que ton tank qui passe à 2+ d'armure, c'est bon. Voilà. On s'en passera jamais.
Et sinon, j'ai le Night Shroud, qui pareil, c'est le même genre, ça va te donner -1 pour être touché, toujours sur un tank. Plus l'unité est grosse, plus ça va se rentabiliser, hein, évidemment. Donc ces deux-là, sur la même figurine, elle va être quasiment intuable. Et puis sinon, une sur un tank commander, l'autre sur l'autre. Les smokes. Plus les smokes, ça va vraiment permettre de les sauver, au premier tour et de les garder le plus longtemps possible dans la partie. Il y avait Manestrom Psychic aussi je pense que celui-là, on peut l'utiliser à la place d'un smite. Parce que globalement, statistiquement, on va faire plus de blessures qu'un smite. Donc, vraiment très intéressant à utiliser. Puis après, de toute façon, on est dans du spam de smite parce qu'on va avoir on peut facilement avoir tellement facilement beaucoup de psycheurs pour pas cher qu'on peut aller facilement aller monter sur du spam de smite. On a envoyé 4, 5, 6 par tour. Ouais. Mais effectivement, l'avantage d'avoir plusieurs fois les psychers, c'est qu'on va pouvoir avoir plusieurs fois le même sort. Et comme ça, si on s'en fait tuer un, on n'a pas perdu notre sort. Donc c'est une petite sécurité. Moi, je les prendrai toujours par deux, au minimum. Donc tu prends 2 barrières psychiques, 2 Night Shroud, 2 psychiques Maelstrom. Comme ça, t'envoies tes 3 sorts, puis après t'envoies 3 smites, tant que tes persos sont là. Donc, c'est vraiment. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire de plus. On peut tourner dans tous les sens. C'est assez simple c'est assez simple ce qu'on peut faire avec cette discipline. Il n'y a pas grand chose. On va passer aux reliques. Ouais. Donc pour moi, il y en a 2 qui sont must-have, qu'on est obligé de prendre quasiment dans chaque armée. Ça fait 2 commandes points, mais à mon avis, les 2 commandes points sont vraiment bien dépensés. Le premier, c'est le Kurkov Akuda. Sur 5+, tu regagnes 1 commande point quand l'adversaire en dépense 1. Donc, quoi demander de plus pour histoire d'avoir encore plus de commandes points. Dans généreux. Voilà, donc on a vu avec les stratagèmes que les commandes points sont vraiment très utiles. Donc on en aura jamais trop. Donc si on peut en avoir encore plus, c'est bon. Ouais. On s'en plaindra pas. Et après le deuxième, c'est le Tactical Auto-Reliquary of Tiberius, qui va permettre de nous passer d'un Tempestor Prime. Donc d'éviter de payer 40 points pour un gars qui sera pas très utile, qui fera pas grand chose. Ouais. Donc on va pouvoir envoyer 2 ordres ou 3 ordres. 3 ordres si on met la robe de commande. Avec un Tempestor Prime. Donc un commande point bien dépensé pour éviter. Parce qu'avec ces 40 petits points qu'on va pouvoir économiser, on va pouvoir mettre un commissaire, on va pouvoir mettre une petite squad de mortiers, on va pouvoir mettre quelques petits trucs qui, même si toute l'armée vaut pas cher, si on peut en mettre plus, c'est toujours bon. Et surtout que les 40 points du Tempestor Prime, une fois qu'il a balancé ses ordres, une fois qu'il n'a plus rien sur quoi balancer ses ordres, il n'est pas très utile. Donc je pense que ça peut être intéressant à prendre. Le reste, je trouve assez useless. Bon, le reste, comparé à ça, ça vaut pas la peine. Ouais. On passe au Warlord Trait. Pour moi, il y en a un qui est must-have. Il n'y a pas vraiment il y a vraiment que le grand stratégiste qui est vraiment très utile. Donc, sur 5+, on récupère un commande point dépensé. Par rapport aux autres, je vois pas pourquoi on ne le prendrait pas. Les commandes points sont tellement importants, plus liés avec la relique. Sur 5+, l'adversaire en dépense, 5+, je récupère. J'en dépense, 5+, je récupère. Donc c'est vraiment trop fort. On manquera jamais de... Enfin, on n'aura jamais trop de commandes points. Parce que même en fin de partie, c'est justement là où on peut sortir des bonnes petites blagues. Et c'est là où on va avoir justement besoin de nos commandes points pour vraiment pourrir la vie de l'adversaire. Donc, et vu tous les stratagèmes qu'on a vus qui étaient vraiment très bons, on va en dépenser une bonne quantité par tour. Donc tout ce qui peut faire qu'on en ait plus, c'est très très bon. Ouais. Je pense qu'il va être nerfé sur le fait que ça va être uniquement les commandes points en cours de partie. Je pense qu'ils vont le préciser après parce que
Par exemple, le embûche qui statistiquement ne coûte plus que 2 commandes points, ça devient un peu trop fort. Bombardement préliminaire. Ouais, tout ça, tout cela. Bon. Je pense que ça va être nerfé de cette façon-là. Sinon, il y a un autre dont je voulais parler, c'est le Deny the Witch pour les Tempestus. Alors, je sais pas pourquoi ils ont été nous mettre ça. Du Tempestus qui viennent encore, on leur donne encore un nouveau rôle qu'ils n'avaient pas, ils deviennent encore plus versatiles. Le fait en plus qu'ils puissent arriver en Deep Strike fait que ils vont être tout de suite à portée de Deny, alors que nos astropathes vont peut-être avoir du mal à rentrer, à portée. En plus, ça peut complètement casser la tactique de l'adversaire sur un Deny un peu chanceux. Un Ward of Phoenix, un Gate sur une escouade d'armes lourdes, ou des petites choses comme ça, sur une armée qui va être très basée sur le psy, lui contrer son sort qu'il avait absolument besoin de passer sur un petit coup de chance, grâce à ça, ça peut vraiment briser la tactique de l'adversaire. Briser carrément. Les Tempestus étaient déjà super forts, alors je ne sais pas pourquoi ils ont été mettre ça, en plus qui ressemble à rien niveau fluff, au niveau un peu tout, donc c'est vraiment un peu n'importe quoi, mais bon, on va le prendre. C'est vrai que si on considère qu'on a déjà suffisamment de commandes points, on pourrait peut-être aller chercher ça pour si on veut faire, mais bon, si on veut faire de l'anti-psy, mais en anti-psy, il y a tellement d'autres choses qui sont meilleures que ça, que bon, c'est pas, globalement, c'est vraiment pour dire que on ne veut pas prendre l'autre, quoi. C'est sûr qu'il y a peu de chances qu'on le voit souvent sur les tables, mais c'est vraiment un truc. Pour des listes, si on peut, ça pourrait être intéressant. Voilà quoi, c'est vraiment bizarre ce truc-là qu'ils ont été nous mettre. C'est un peu comme les Crusaders. On ne sait pas pourquoi ils ont été mettre ça tout d'un coup, mais bon. C'est comme ça, on va se le garder. Donc pour finir, les archétypes de liste. Donc en gros, c'est clair que pour la garde, ce qui fait mal, c'est le spam. Parce que globalement, on peut arriver à spammer à peu près tout ce qu'on veut. Alors il y a des choses dont on n'a pas parlé, par exemple le spam de Rattling. Bon, c'est un peu obvious, tout le monde le connaît, mais bon, 50 Rattling. Voilà. C'est toujours gros. Voilà, t'envoies 50 tirs de snipe par tour avec des blessures mortelles, etc. Donc, le spam d'astropathe, pareil, pour spammer du 15 points la figue. Bon, tu spam du smite, c'est clair, c'est trop fort. Le spam de Sion. Le spam de Sion, ouais, j'allais y venir. Tu fais tomber des unités de plasma ou de fuseurs un peu partout sur le terrain, qui peut en plus te permettre d'empêcher l'adversaire de faire tomber ses propres réserves, puisque tu peux arriver à couvrir la map assez facilement, et donc l'adversaire se retrouve à pas pouvoir poser grâce à des bulles de 9 pouces assez faciles. C'est ça, faire des grandes zones d'interdiction. Parce qu'en gros, tu as juste à mettre tes figues à 17 pouces, et donc l'adversaire ne peut pas tomber au milieu, donc ça l'oblige à aller dans une zone où il n'aurait pas envie, quoi. Donc le spam de missiles tracker, on n'y pense pas beaucoup, mais mine de rien, vu le nombre de châssis qu'on peut mettre, le petit missile tracteur pas châssis, on l'avait déjà un peu évoqué tout à l'heure avec les stratagèmes qui permettent d'avoir un plus 1 pour toucher, mais mine de rien, à 6 points, vu le nombre de châssis, un missile par châssis, ça commence à faire beaucoup d'armes. Voilà, ça peut permettre de faire tomber des grosses cibles dès le premier tour, en sachant qu'en plus sur du tank commander à 3+ pour toucher, ça devient extrêmement rentable très rapidement, quoi. Bon, évidemment, le spam de commande point, hein, parce que de toute façon, ça, on va être. Si on fait une liste, de toute façon, on va essayer d'en maximiser, parce que ça va nous donner tellement de latitude dans la gestion de la liste, de la gestion de la partie. Donc, c'est en plus entre les warlords traits, les reliques, éventuellement Creed, etc. On peut tellement en avoir que c'est vraiment, ça devient absolument horrible. Et effectivement, ça veut dire le spam de stratagème. Donc on va pouvoir tous les tours envoyer 3-4 stratagèmes faciles. Donc
c'est vraiment... la liste, le fait que tout soit pas cher, ça permet justement de jouer des doublettes, des triplettes, des quadruplettes d'entrée et vraiment d'avoir une armée stable dans son utilisation, et que même si on n'a pas le premier tour, même si l'adversaire au premier tour il va nous casser un tank, deux tanks, ou il va nous tuer nos escouades, ou nos psychers, voilà, tout va être doublé, triplé, donc on est sûr de pouvoir garder une liste assez optimale qui ne va pas forcément baisser tout de suite de puissance dès le départ, grâce à ça. Après, un archétype de liste que j'avais imaginé, c'est l'archétype Katachan. Donc typiquement, ça va être une armée de close et de blindés. C'est un peu curieux quand on parle de la garde en parlant d'armée de close, mais avec leur 4 de force, plus les attaques qu'ils peuvent envoyer en plus grâce à Straken et au prêtre. Puis les ordres. Voilà, donc on va mettre beaucoup de piétons, et donc beaucoup de piétons, Straken, un prêtre, et pour bénéficier de ça et vraiment envoyer du close de qualité. On peut rajouter des lance-flammes pour la blague, qui vont nous permettre pour les Overwatch, pour gérer de l'Overwatch, des choses comme ça. Ça peut être intéressant vu qu'en plus, avec le trek attachant, on va rejeter les dés, on va pouvoir rejeter les dés de touche. Ouais. Donc on va pouvoir maximiser le nombre de touches des flammers. Donc c'est assez intéressant. Plus le stratagème de piège qui va faire que sur le Overwatch, on va pouvoir le rendre encore plus meurtrier. Ou de grenade. Voilà, ou de grenade en plus. On va se tourner forcément vers la Viverne, des sentinelles de reconnaissance avec des Heavy Flamers, des Hellwood pour maximiser encore le reroll, le fait de pouvoir reroller les D6, et forcément du Banblade Banhammer qui tout de suite deviennent vraiment crado. 3D6, je reroll le plus petit. Ça peut générer beaucoup de plus le petit canon D3 et D6, c'est sur plus de 5 figurines. 5 figurines ou plus. Le démolicheur c'est D6, le pouvoir le relancer pour pouvoir se dire le petit 1, je relance mon petit 1 pour passer à 3-4 touches, tout de suite il fait qu'on rigole plus du tout, quoi. Donc ça sera vraiment ça, on va se baser sur une grosse force de piéton avec des Vivernes, Sentinelles et Moon Badblade, quoi. Même les conscrits deviennent très bons. Ouais, très, peut-être pas, mais ils deviennent bons. Les conscrits à force 4, c'est quand même... Ouais, mais ça reste sur du 5. Alors, l'archétype Talarn. C'est un peu obvious, tout le monde l'a vu, hein, tout le monde le connaît. C'est basé sur le stratagème en bouche. Donc, on va partir sur du spam de tank commander avec un Punisher, généralement. C'est ce qui est vraiment le plus puissant. On va rentrer jusqu'à quasiment 100 points de vie de Punisher en attaque de flanc. Quoi d'autre, vraiment assez crado, quoi. C'est un peu la liste pour perdre ses amis. On va éviter de jouer ça dans un milieu mou. C'est à réserver dans un milieu vraiment très dur. La petite blague qu'on peut faire, c'est rentrer 3 Bad Blend. Rentrer 3 Bad Blend en attaque de flanc, ça va être drôle, mais comme on l'a vu, ça va sûrement être nerfé pour empêcher les tanks, parce que effectivement là c'est vraiment un peu trop puissant. Ouais. À voir aussi ce qu'ils diront sur le grinding avance, si on peut le faire ou pas. Mais bon, globalement c'est pas quand on rentre ça, c'est pas vraiment on n'a pas vraiment besoin du grinding avance, quoi. L'archétype Cadian, ça va être du spam d'ordre essentiellement, hein. Voilà. Donc on va partir sur du crit pour avoir ces 2 commandes points en plus, ces 3 ordres, Pasque, et puis de l'escouade d'armes lourdes, pour bénéficier des ordres, des rerolls grâce aux doctrines, etc. Beaucoup de piétons, toujours pour bénéficier des ordres. Donc, surtout des armes lourdes, laser, autocanon, mortier, tout ce qui est armes lourdes qui va rester statique et qui vont avoiner grâce à la doctrine, qui vont te faire des rerolls. C'est ça.
c'est assez simple. Faut vraiment aimer les ordres et les piétons. Après, on va utiliser effectivement cri et pasque aussi. Pourquoi s'en passer? Parce que c'est quand même quasiment les deux meilleurs persos du codex. Bon, il y a Yarick aussi, mais Yarick est un peu hors catégorie vu qu'il n'a pas de doctrine. Oui, il est commandement verbal. Non, il n'y a pas de doctrine, t'as raison. Oui, il n'a pas de doctrine, mais il peut être Warlord et avoir et pouvoir lancer un ordre. Mais on mettra sur quelqu'un d'autre pour pouvoir avoir le Warlord trait qui récupère les commandes. L'archétype multidoctrine, personnellement, moi, ça partirait plus là-dessus. En fait, l'idée, c'est de prendre plusieurs détachements, un détachement avec chaque doctrine pour maximiser l'effet de chaque doctrine. C'est-à-dire qu'on va partir sur du Tempestus avec des sions pour faire des attaques en profondeur, aller mettre des douches de plasma et de fuseurs un peu partout sur la carte, bloquer les déplacements, enfin les attaques en profondeur de l'adversaire. Voilà, c'est vraiment, on va partir là. Donc on va se faire vraiment un détachement Sion pour avoir la doctrine Sion pour pouvoir relancer sur un 6, relancer un tir. On partirait sur du Catachon pour un Bad Blade par exemple, en Supreme Command Squad on pourrait le prendre avec 3 Primaris par exemple. C'est une petite taxe, mais pour aller chercher un Bad Blade qui relance un dé, ça peut être intéressant. Après, on parlera sur du Talarn pour envoyer 3 Tank Commanders en embûche, par exemple. Et sur du Cadian pour compléter, pour envoyer des armes lourdes et des ordres sur nos cordons de conscrits ou nos cordons de garde qu'on va mettre devant le reste de notre armée. Et pour aller un peu plus loin, on peut rajouter de l'astropathe pour faire du psy et balancer des smites et faire des contres. Donc l'idée, ça va être d'être plus versatile en allant maximiser chaque doctrine via un détachement. En allant chercher le meilleur de ce que nous donne chaque détachement pour avoir le plus de latitude stratégique possible. Un autre archétype auquel on ne pense pas encore forcément, c'est le Vostroyan, qui pour moi apparaît comme un contre justement à la liste miroir. Donc le fait d'aller chercher 6 pouces de plus de portée sur toutes tes armes lourdes va faire que toi tu vas pouvoir tirer et te mettre hors de portée de l'adversaire et que lui il va être obligé de bouger, venir te chercher, sinon il va subir tes tirs pendant toute la partie. Donc il va bouger, il va rien faire et toi tu vas lui tirer dessus, donc tu vas le grignoter avant, donc globalement tu vas prendre de l'avance sur le match miroir. Donc par contre on ira chercher du coup des escouades d'armes lourdes, du Punisher aussi. Ouais.